Bonjour à tous, nous avons réservé un menu de choix aujourd'hui dans le podcast du futur. C'est un épisode un peu particulier parce qu'on a décidé de parler d'un domaine qui tient NSI à cœur, c'est-à-dire le monde culturel et bien entendu la technologie. Et pour ce débat, en fait, nous avons deux invités particuliers puisque nous avons avec nous aujourd'hui Rudy Léonet. Donc, grand nom de la musique en francophonie, puisque tu as été directeur de chaîne, tu es toi-même compositeur, tu es animateur, tu es aussi maintenant producteur et animateur de Il est toujours 5 heures quelque part, donc podcast sponsorisé par NSI, Exact. qui explique Bonjour, la Olivier. raison de ta venue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Et nous avons Benjamin, je me permettrai de dire artiste polytalentueux, puisque tu es compositeur, chanteur, producteur, et tu ne fais pas que de la musique aussi, hein, je pense que tu fais des expositions où justement tu mêles un peu technologie et différents mouvements artistiques, et donc on s'était dit que c'était très sympa de vous avoir à bord aujourd'hui Et je pour aborder pourrais les deux sujets. ajouter, pour Benjamin, président de la Fédération francophone des labels indépendants, ce qui lui donne un mandat pour s'exprimer au nom d'un secteur. Oui, tout à fait, Rudy. Voilà. Donc on essaye toujours d'avoir des experts du domaine, je pense qu'aujourd'hui on est servi. Et donc, comme je l'ai dit, on va parler intelligence artificielle et musique. Pour ouvrir la discussion, abordons le sujet directement, hein. Donc, pour vous, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans la musique, qu'est-ce que ça représente? Ah. Alors, il faut d'abord savoir de quoi on parle, parce que il y a l'intelligence artificielle qui existe depuis longtemps, qui sont en fait des aides plutôt techniques à la création, mais qui ne sont pas forcément des aides à l'inspiration et à la créativité, même si parfois la frontière est un peu floue, parce que des aides techniques qui sont des espèces de plugins qu'on trouve dans les programmes Digital Audio Workstation, les DAW, qu'on trouve chez Ableton, Logic chez Apple. Ces plugins, pour la plupart, sont déjà des intelligences artificielles qui sont des simulateurs, soit d'amplificateurs analogiques, soit de synthétiseurs, soit des aides techniques qui permettent de masteriser les chansons. Il y a aussi des aides au mixage. Voilà, mais ça reste quand même plutôt des assistants qui permettent d'aller plus loin techniquement et d'avoir beaucoup plus d'autonomie pour un artiste qui ne serait pas polyvalent techniquement. Il peut se débrouiller seul. Maintenant, on voit arriver une autre forme d'utilisation de l'intelligence artificielle qui est une aide à la création, c'est-à-dire à la composition des musiques ou à l'écriture des textes. Et ça, c'est vraiment nouveau, pas toujours avouable ni avoué par ceux qui l'utilisent, mais c'est de moins en moins tabou. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'accélérationnisme de la chaîne, en fait, des métiers de la musique, quoi. C'est-à-dire que l'AI, c'est très large comme sujet, elle va de la création, comme Rudy l'a dit. C'est ça qu'on parle le plus, d'ailleurs, dans les médias, c'est ces gens qui promptent de la musique. Mais aussi, il y a l'aspect aussi production, hein, de l'assistance à la production, à travers ce que Rudy disait, des égalisations, des plugins. Je vous donne un exemple, j'ai été en Angleterre enregistrer un album en live, vraiment avec des musiciens jazz, avec un micro qui faisait beaucoup de bruit, parce que j'étais dans la même pièce que les gens. Il y a, par exemple, un plugin d'intelligence artificielle qui m'a permis de nettoyer complètement la voix de toutes ces fréquences parasites, ce qui m'aurait fallu avant pour le faire 2 jours de studio, quoi. Ici, en quelques heures, avec la machine en travers laquelle le problème était réglé assez vite, quoi. Et puis il y a aussi tout l'aspect de diffusion aussi. Donc il y a création, production, mais diffusion dans le sens où on sait que l'AI dans les algorithmes des plateformes, par exemple, ou des réseaux sociaux, joue un grand rôle aussi dans la viralité des musiques qu'on écoute, quoi. Et donc on se retrouve maintenant avec une chaîne complète qui s'accélère avec l'AI, et c'est un peu de ça, je pense, qu'on pourrait discuter aujourd'hui aussi, quoi. Oui, et Benjamin a raison, parce qu'il faut aussi se mettre d'accord sur la présence de l'intelligence artificielle dans la création, mais aussi dans la diffusion et dans la consommation. La diffusion, aujourd'hui, est aussi assistée d'intelligence artificielle, mais l'auditeur qui reçoit la musique se sert aussi parfois d'intelligence artificielle pour faire ses choix, et cette espèce de curation qui n'est plus faite par une oreille humaine ou un choix déterminé par une volonté humaine.
se sert de l'IA ou subit l'IA un peu. Mais ça, je pense qu'on pourra Ah, revenir sur l'algorithme un peu plus tard, mais je pense que alors oui, c'est ça. Pour moi, c'est le grand débat. Est-ce que c'est un outil qu'on maîtrise, qu'on utilise et dont on se sert, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on subit et donc qu'on doit combattre? Je pense que le cœur du débat, il est là. Mmh. Moi, j'ai ma réponse, mais on pourra en Mmh. parler tout à l'heure. Mmh. Et concrètement, pour vous, en fait, dans vos domaines respectifs, quel est l'apport de l'intelligence artificielle en particulier? Alors, moi, il m'est arrivé de faire de la musique, alors que je ne suis absolument pas instrumentiste. Donc, je fais la différence entre être instrumentiste et musicien. En gros, depuis très 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 longtemps, mais limité par mon incapacité à pratiquer un instrument, quel qu'il soit, on va dire j'ai des musiques dans ma tête. Et au bénéfice de l'apparition, par exemple, de Logic sur Apple, j'ai pu concrétiser ces idées avec énormément d'aide venant d'une sorte, on peut dire, d'intelligence artificielle qui venait concrétiser de façon très pratique et audible. Je pouvais entendre directement des idées que je n'aurais pas pu, moi, coucher moi-même sur un disque dur ou une bande magnétique, enfin, peu importe le support d'enregistrement qui est choisi. Donc ça, c'est très, très, très concret. Ça m'a permis, en fait, de sortir des disques. À une autre époque, j'aurais passé la main. Je n'aurais pas été capable de le faire. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon disque ou un mauvais disque? Mmh. Ça, c'est encore un autre débat. Euh, Maintenant, en tant que producteur d'émissions ou animateur d'émissions, oui, l'intelligence artificielle est omniprésente et ne fût-ce que, il y a des exemples qui sont tout bêtes et qui sont maintenant totalement intégrés. Mais si on prend un plugin que tout le monde connaît comme l'autotune, qui permet à des gens qui chantent pas très bien de chanter juste, ça c'est un peu la caricature de l'autotune. On l'entend absolument partout. Là, j'écoutais le dernier single des Strokes. Ça fait presque partie de leur signature, hein. On entend Julian Casablancas qui chante, mais sa voix est toujours un peu soutenue ou surlignée avec une pointe d'autotune. Si on prend, même dans la chanson française, si on prend le dernier album ou un des derniers de Renaud qui était toujours debout, le bien nommé, enfin, avec une écoute un peu attentive, il est auto-tuné de A à Z parce qu'il n'arrive plus à chanter correctement. En même temps, l'autotune, c'est devenu aussi une sorte d'instrument un peu comme un vocodeur. C'est que si on l'utilise à contrario de ce pourquoi il est fait, si on le dérègle quelque part, on a une variation sur la voix qui a été popularisée par Believe, la chanson de Cher. On a la voix qui part un peu comme ça et qui est presque une signature de producteur. Euh, donc oui, l'intelligence artificielle dans les musiques qu'on reçoit, parfois, on peut la détecter, parfois pas. C'est extrêmement difficile, mais on sait qu'elle est là. Et pour résumer sur des cas très très concrets, par exemple, dans mon podcast que tu as eu la gentillesse de signaler tout à l'heure, il est toujours 5 heures quelque part. Je change de générique chaque semaine. C'est à chaque fois la même musique, mais dans des styles différents, pour pouvoir arriver à un tel niveau de production, c'est-à-dire un chaque semaine. Je fais évidemment appel à l'intelligence artificielle. Et chez toi, Benjamin, dans tes différentes pratiques? Oui, pour reparaphraser par rapport à l'autotune, moi j'ai ma petite théorie sur l'évolution de la musique jusqu'à l'intelligence artificielle, enfin de la pop musique. On est passé, on va dire, de Kraftwerk où c'était le fantasme quelque part d'être un robot. C'est ce que préconisait la technologie comme bien-être et comme solution. Après peut-être avec beaucoup d'humour chez Kraftwerk aussi, une humour pas sans rire, on ne sait pas. À finalement des gens qui étaient devenus des cyborgs. L'autotune, c'est ça, poussé à l'extrême, c'est finalement l'utilisation de l'outil. On a l'impression que les gens ont des voix en métal. Par exemple, si on prend le courant hyper-pop, ça a été poussé à l'extrême, l'hyper-pop, c'est-à-dire avoir un laptop qui permet d'utiliser ces plugins et ces machines vers l'extrémisme, mais avec cette idée de dire, voilà, l'humain est en train de se transformer vers un cyborg, et puis maintenant on arrive à l'intelligence artificielle de création, où c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ici on essaie de simuler des voix humaines le plus proche possible, quoi. Donc c'est tout un parcours, c'est finalement un peu Terminator, quoi. C'est-à-dire la machine qui se transforme. Pour revenir à la pratique un peu de l'intelligence artificielle, je dirais que la première source de création, quand je vois
des artistes avec qui je travaille, c'est d'abord la recherche. Un peu comme avant, on faisait ses recherches sur Pinterest ou autre, on allait sur Google chercher des images. Bah, les créateurs, ils cherchent aussi, quand ils ont une idée, ils cherchent à la développer. Donc, l'intelligence artificielle, elle vient aussi dans cette recherche. On interroge la machine parfois à travers une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude ou autre, pour trouver des idées. En tout cas, réfléchir à ces idées, trouver des choses, quoi. Et après, elle intervient sous des formes différentes selon les artistes. Et comme Rudy disait, par exemple, si on prend la musique qui est faite comme par prompt, on voit souvent que les artistes utilisent ce qu'on appelle des stems. C'est-à-dire qu'ils vont parfois essayer de pousser la machine à faire des choses qui sont un peu accidentelles, un peu comme avec le sampling finalement, et à partir de ça, extraire de ce que la machine propose des bouts. Par exemple, on peut exporter juste la batterie ou le clavier ou des choses qui vont être un peu bizarres que la machine va faire, quoi. Dans la création, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle comme un outil, mais aussi un outil de création un peu aléatoire. Et puis à côté de ça, il y a des gens effectivement qui vont créer de la musique sur prompt, qui vont la balancer comme ça. Mais moi, je vois plutôt dans le secteur artistique cette envie de recherche, comme il y avait avec des synthétiseurs ou avec des prompts. C'est-à-dire on bidouille, on colle, on fabrique de la musique à partir de choses électroniques, quoi. Donc, c'est un peu comme, enfin, on observe ça dans tous les métiers, hein, à travers tous les secteurs qu'on supporte. Donc, c'est un accélérateur. Ça va vraiment aider à aller beaucoup plus vite pour faire de la recherche, comme tu dis, hein, identifier des pistes rapidement. C'est un assistant aussi. C'est un assistant, Voilà. ça aide à la création, ça permet d'aller plus vite, de produire peut-être plus de qualité plus rapidement. Mais est-ce qu'on doit aussi la craindre? Parce que tu parlais un peu d'artistes qui balancent du prompt comme ça. Enfin, aller plus vite, produire plus en quantité et plus rapidement, il y a quand même un bémol, c'est que au départ, il y a une intervention humaine. Ok. Si l'idée elle est mauvaise, on va simplement accélérer une idée qui est mauvaise dans un sens qui est mauvais, ou produire davantage en quantité qui de toute façon sera générée au départ d'une mauvaise idée avec un résultat qui est encore plus mauvais. Ça ne fait pas un pli. Euh, L'impulsion, l'initiation qui est donc ce prompt ou cette commande, cet ordre qu'on demande, qu'on donne à l'intelligence artificielle, si cet ordre au départ il n'est pas bon, l'intelligence artificielle ne va jamais corriger. Il n'y a pas d'âme dedans, il n'y a pas une réflexion, une intelligence, une inspiration. Elle va simplement produire quelque chose qui va dans le sens de ce qui a été demandé. Ce qui est demandé, si c'est mauvais, le résultat sera mauvais. Ça, c'est extrêmement important. Et pour rebondir sur ce que Benjamin disait à propos, par exemple, de Kraftwerk, moi, je me souviens quand ils sont arrivés avec des ordinateurs et rien d'autre, il y avait bien une batterie, mais elle était électronique aussi, mais il n'y avait pas de guitare, pas de basse, voilà. Et les claviers, des claviers qui de toute façon ne servaient qu'à générer des sons qui émanaient de synthétiseurs. Donc, on voyait ça comme des ordinateurs, comme des machines, hein, c'est le mot que eux employaient. Tout le monde a dit, ils vont tuer la musique. En fait, ils n'ont pas tué la musique, ils ont même donné un nouveau souffle à la musique. On a dit, c'est de la musique robotique faite avec des machines. On est dans un système. Enfin, c'était un peu comme Charlie Chaplin L'histoire moderne. dans les temps modernes, quand on a dit voilà, ils vont en fait imposer un modèle musical qui est industriel et qui c'est horrible, on n'est plus dans l'artisanat, c'est des nazis, on a entendu ça aussi, hein, parce qu'ils se présentaient, voilà, c'est de la musique totalitaire. Et en fait, aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas eu Kraftwerk, il n'y aurait pas un des genres dominants aujourd'hui dans la musique qui est le hip-hop, dans son sens le plus large, hein, pas que le rap, mais le hip-hop. Et beaucoup de musiciens sont prêts à reconnaître que grâce à Kraftwerk, des portes ont été ouvertes. Ils n'ont pas du tout tué la musique, mais lui ont donné une nouvelle vie. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle doit aussi être un peu, aujourd'hui, observée ou considérée comme un outil qui va permettre de faire des choses, mais pas comme une espèce d'intelligence dominante qui aura le dessus sur la décision humaine, quoi. C'est un des grands sujets qu'on trouve aussi dans beaucoup de secteurs, y compris l'informatique, le développement informatique, où
c'est bien, ça va être un outil d'aide, ça va permettre peut-être de produire aussi quelque part plus de qualité, d'être meilleur dans ce qu'on fait, mais bon, à la base, on doit être bon. Parce qu'on doit être capable aussi de corriger, de vérifier en permanence en fait la qualité de ce qu'on va produire. Mais bon, la musique, Et, j'imagine que c'est le même. L'esprit créatif de base et le bon goût et si on prend une ne se remplacent pas. une calculatrice électronique, c'est de l'intelligence artificielle. Un correcteur d'orthographe sur Word, c'est de l'intelligence artificielle. Mais si au départ, on écrit des bêtises ou si les calculs au départ sont pas bons parce que les nombres qu'on veut multiplier ou diviser ne sont pas corrects au départ, le résultat sera mauvais. En création, c'est exactement la même chose. Si l'idée au départ est nulle, l'intelligence artificielle ne va pas tout à coup rendre brillant ou talentueux quelqu'un qui au départ ne l'est pas. C'est impossible. Mais au contraire, ça va permettre peut-être à un bon nombre de personnes, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu produis de la musique, en fait, qui n'ont pas accès à un certain nombre d'instruments, de technologies, de se lancer et de produire du contenu de qualité qui n'aurait pas été possible, en fait, dans le passé. De qualité ou pas de Ou pas, qualité. C'est ça tout à c'est ça fait. le problème. C'est-à-dire que prenons un modèle un peu prospectif. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, c'est déjà le cas maintenant, mais on le voit, il y a plus de 40 000 titres par jour d'AI qui se déversent sur les plateformes. Elles sont en train de prendre vraiment un flux, c'est un flux tendu, quoi. Je veux dire, en plus des 60 000, hein, je pense, de titres qui sortent. Donc, ça devient un flux énorme de musique. Les gens qui créent ne font pas nécessairement de la bonne musique. Je veux dire, on est quand même dans une époque de la pollution sonore, quand même. Il y a de la musique qui sort partout, Oui. il y en a tellement. Donc, et on sait aussi que de l'autre côté, bah, les recommandations qui sont faites algorithmiques fonctionnent aussi par l'AI. Donc, on pourrait se dire aussi que parfois, on a des musiques qui sont des musiques purement artificielles, qui sont là pour générer, on va dire, économiquement de l'argent, mais qui ne sont pas des musiques spécialement formidables, mais qui sont écoutées quand même parce que recommandées par des machines. Je donne un exemple. Par exemple, je pense en Finlande ou au Danemark, je ne sais plus, mais les supermarchés étaient passés sur un modèle de musique full intelligence artificielle pour une question de budget et d'économie, quoi. Après un an, ils reviennent en arrière et ils repaient à nouveau les sociétés d'auteurs parce que le personnel et même les clients devenaient un petit peu fous avec cette musique qui ressemblait à la musique humaine, mais sans en avoir le fond émotionnel des morceaux qu'ils connaissent. Et donc voilà, ça peut arriver maintenant que des morceaux circulent sur des plateformes et par des algorithmes, et on entend des choses qui ne sont pas très bonnes. Je veux dire, parfois c'est bon, mais c'est souvent quand même du flux, quoi. Oui, et puis les morceaux générés par intelligence artificielle ne le sont pas toujours à 100%. Ça peut être aussi une partie a servi d'aide à la production et cette partie est en intelligence artificielle. Comme on voit dans les films Marvel, il y a des scènes qui sont réellement jouées par des acteurs, mais une partie est virtuelle en CGI, donc Computer Generated Imagery, et qui peut être aussi aidée par de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que tout est artificiel. Peut-être une partie. Quelques chiffres, puisque Benjamin en évoquait quelques-uns avec le nombre de titres qui chaque semaine sont uploadés sur les plateformes et sont générés par de l'intelligence artificielle. Les Français de Deezer ont mené une enquête dont les résultats ont été publiés assez récemment, c'était en décembre dernier, auprès de 9000 créateurs de musique en France qui ont accepté de répondre à leur questionnaire. Et donc, 40% des 9000, qui est quand même un bel échantillon, 40% admettent utiliser l'intelligence artificielle, en tout ou en partie. 60% dit je ne l'utilise pas, mais je compte bien le faire. Et quand on demande qui a peur de l'intelligence artificielle, 80%. Donc en fait, 40% l'utilisent, 60% sont prêts à l'utiliser, mais 80% en ont peur. Donc on est là dans une espèce de distorsion entre une envie et une crainte qui va à un moment donné devoir trouver son chemin parce que s'opposer, se dresser contre cette intelligence artificielle, c'est absolument impossible. Ou alors, c'est trop tard, elle est déjà là, qu'on en soit conscient ou pas.
comme auditeur. Parfois même ceux qui l'utilisent ne sont pas toujours parfaitement sûr. conscients que je parlais tout à l'heure de mastering automatique ou d'une aide au mixage. Bah, c'est de l'intelligence artificielle. En vrai, celui qui l'utilise n'en a pas toujours la pleine conscience. Hein. Quand voilà, correcteur d'orthographe, c'est de l'intelligence artificielle. On n'y pense même plus. Il y a déjà des réflexes aujourd'hui qui sont installés, y compris chez les plus jeunes qui ont toujours travaillé avec des DAW, quoi, des studios qu'on trouve clés sur porte qu'on trouve sur un ordinateur et qui ne imagineraient même pas faire de la musique autrement. En même temps, la réponse aussi, dans la même enquête, Deezer disait pour détecter, parce que ça serait un délit, et ça on peut en parler, détecter les morceaux qui sont 100% générés par de l'intelligence artificielle. Nous avons nous-mêmes mis au point, nous sommes les premiers, un détecteur d'intelligence En intelligence artificielle. artificielle. Voilà. Et 99,8% de fiabilité de ce logiciel qui peut détecter quasiment de façon imparable des morceaux qui seraient générés par de l'intelligence artificielle et qui n'ont pas leur place sur notre plateforme. À voir. Aux États-Unis, en tout cas, je ne sais plus qui a fait cette étude-là, mais c'est un cabinet genre McKinsey. Je serais de retrouver la source, vous la donner plus tard, désolé. Mais c'est 3 heures de musique d'intelligence artificielle générative, donc promptée, que les gens écoutent dans la tranche d'âge plus jeune, quoi, jusqu'à 25-30 ans. Donc c'est quand même c'est quand même une écoute qui commence maintenant à être. Et ça, c'est dû aux plateformes et à leur modèle aussi économique qui donne cette musique écoute, et voilà, et ça ne commence à ne plus trop gêner non plus les gens d'écouter ça. Entend-il encore la différence? Je ne sais pas. Moi-même, j'ai du mal parfois à savoir. L'autre jour, j'étais bluffé, j'écoutais un morceau de musique folk et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. C'était vachement bien. En fait, c'était un truc d'AI qui m'est arrivé par recommandation et j'aurais pas pu dire que c'était une machine qui avait généré ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, un des programmes les plus fameux d'intelligence artificielle pour faire de la musique, c'est Suno, qui en est à sa version 5. Voilà, moi j'ai commencé à l'utiliser en version 2 il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans. C'est un monde entre les possibilités qui sont offertes aujourd'hui et qui sont, je vais pas dire beaucoup plus instinctives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant, mais en tout cas, le programme comprend de plus en plus finement ce qu'on cherche pour pouvoir répondre de la manière la plus optimale et la plus humaine à une requête qui est une requête artistique, de plus en plus. Et voilà, et donc quand l'industrie de la musique, donc les grands acteurs, Universal, Sony, Warner, pratiquement plus les indépendants évidemment, mais dans les majors il en reste 3, disent nous allons attaquer Suno parce que en fait, s'ils sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils sont venus puiser dans nos catalogues, s'inspirer, échantillonner, copier, voler. Suno dit, ouais, allez-y, attaquez, mais nous, on va vous donner la liste des artistes installés qui sont nous dans vos utilisent. catalogues et qui l'utilisent, et vous allez avoir des sérieuses surprises quand les noms vont sortir. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'un peu compliqué et aussi toujours d'un peu tabou ou honteux d'avouer utiliser l'intelligence artificielle dans la création. C'est de moins en moins tabou, mais ça le reste toujours. Et à contrario, on observe aussi des artistes qui veulent justement s'en différencier. Est-ce qu'on observe aussi un retour de la musique, on va dire, beaucoup plus brute, en utilisant des instruments non assistés, et quelque part qui poussent une nouvelle forme de créativité? Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'en réaction à une musique qui serait faite sur laptop, promptée, diffusée complètement artificielle, il y a un retour de plus en plus pour le créateur à l'artisanat. Je pense que même le phono, à un moment donné, je parle pas tout de suite, mais le phono va perdre aussi de sa valeur. Et donc, on revient à la musique folk, par exemple, à un grand avenir pour moi, je pense, la musique vivante jouée, presque même pas amplifiée. On va avoir un mouvement aussi, qui sera peut-être une niche, je n'en sais rien, mais
de créateurs, mais aussi des auditeurs qui ont des pratiques artistiques aussi. Parce que là aussi, c'est flou, hein, maintenant, la porosité, le nombre de gens, par exemple, qui ont besoin, pour être bien, de faire de la céramique, par exemple, de jouer de la guitare, d'apprendre un instrument, de chanter, de danser, bah, tout ça, ces pratiques artistiques, elles sont là, Mhm. et elles créent un monde qui est déconnecté, en fait, qu'on appelle en Angleterre, ils appellent ça analogue. Il y a de plus en plus, par exemple, de soirées ça peut être dans des cafés ou de tricot, par exemple, Mhm. ou de musique folk sans amplification. Donc, il y a un mouvement aussi vers l'artisanat qui revient. Et moi-même, vu l'âge que bon, moi, j'ai grandi avec tout ce passage aux technologies, le Web A, le Web 3, enfin, du Betamax jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc j'ai vu tout ça et je suis toujours très fasciné par la technologie, quoi, hein. Mais dans ma pratique, en tant que producteur, en tant que musicien, plus que jamais, je préfère, même si j'aime chipoter avec tout ça, maintenant je préfère travailler à l'ancienne. Ce que je veux dire à l'ancienne, Mhm. c'est-à-dire le savoir-faire que j'ai appris a une valeur plus forte, j'ai l'impression maintenant qu'avant. On se dit, ah bah tiens, lui, il sait faire comme ça. Il sait travailler avec l'analogique, il sait comment enregistrer des instruments. Donc, et je me sens plus à ma place. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime Mhm. pas la technologie, j'adore travailler aussi avec, mais je sens que ma valeur, elle est plutôt en tant que producteur, réalisateur et musicien dans ce retour à ce son-là. D'ailleurs, les prochains albums que j'ai faits, quand on utilise l'AI, c'est plutôt, comme je disais, pour une égalisation, par exemple, technique, mais la matière, elle va être enregistrée. Par exemple, tout le monde dans la pièce. Je vais mettre les musiciens qui jouent ensemble. Je veux qu'on sente cette espèce d'humanité, ces défauts Mhm. que finalement j'aurais plus de mal à retrouver à la machine en lui demandant qu'en le faisant moi-même, quoi. Donc voilà, on est un peu dans un paradoxe aussi et dans des développements qu'on va voir faire. Je sais pas, Rudy, si toi tu as une idée là-dessus. Oui, mais ça, en gros, c'est un peu l'histoire du monde, hein, c'est Mhm. action-réaction. C'est-à-dire que quand ça va trop loin dans un sens, moi je dis toujours, Adele n'aurait jamais émergé avec une telle puissance s'il n'y avait pas eu, à un moment donné, trop de vacarme qui était incarné par des Black Eyed Peas. Voilà. Et tout à coup, on a quelque chose de calme qui arrive et qui est une réponse. On a eu trop aussi de rap, de hip-hop, parfois bruyant, répétitif et surtout dominant le marché. Il s'est passé quoi à un moment donné? Le retour du folk ou même de la country. Je veux dire, sans Jay-Z, sans Kanye West, voilà, il n'y aurait pas Taylor Swift de la manière aussi importante. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un retour de balancier quelque part. Et pour effectivement aller dans le sens de ce que Benjamin expliquait, on a des exemples aujourd'hui très très concrets. Un album comme celui de Rosalia est aussi quelque part une réponse à l'intelligence artificielle. À savoir qu'un album comme celui-là ne serait pas possible en intelligence artificielle. Donc ça devient presque aussi un manifeste. Et cet album, qui a énormément de qualités artistiques, musicales, est aussi célébré pour ses qualités, je dirais presque dogmatiques, pour son idéologie, pour sa démarche et évidemment avec un magnifique résultat. Si on prend un type comme Jack White, qui remet en studio à l'honneur le direct to disc, c'est-à-dire qu'on fait une gravure en direct dans le studio. Bientôt, il va enregistrer sur des rouleaux de cire, comme on le faisait au XVIIIe siècle. Voilà, de revenir à des méthodes. Il y a une fille qui s'appelle Adrienne Lenker, qui est un membre du groupe Big Thief, qui est vraiment sur la scène indépendante. Elle réalise des disques qu'elle revendique comme étant, bah, tu parlais d'analogue ou d'analogique, AAA, c'est-à-dire qu'il est enregistré en analogique, il est mixé, masterisé sur des vieilles tables en analogique, et ça sort en analogique, c'est-à-dire d'abord sur cassette, sur vinyle, pas forcément même sur CD, et parce que voilà, l'industrie est là et qu'il y a quand même un modèle économique à respecter si on veut s'en sortir, ça sort en streaming, mais le but n'est pas là. Le but, c'est d'être, et il y a une vraie démarche aussi de ceux qui vont consommer cette musique, c'est de faire partie d'un mouvement et de le consommer tel que l'artiste l'a voulu, à savoir sur un vinyle. Et uniquement un vinyle. Ça, ce sont des réponses, effectivement. Lorsque les choses vont trop loin dans un sens, il y a toujours une espèce de dissidence
qui va renouer. Aujourd'hui, l'ancienne manière de travailler est presque ultra moderne par rapport à des choses qui sont proposées. Et j'ai envie d'inclure Benjamin dans la boucle des exemples que je viens de citer, parce que l'album qu'il a réalisé récemment avec Jacques Duval, donc l'album Plein Sommeil, moi je le prends aussi, enfin je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, de par la démarche artistique, la manière aussi technologique de l'avoir enregistré et le résultat qui est proposé est clairement une réponse à l'intelligence artificielle et à sa domination pour l'instant dans les standards de production de l'industrie de la musique. Retour à des choses beaucoup plus simples, humaines, être en connexion davantage, mais non plus alors avec la technologie, mais avec l'humain, avec l'instrument, avec la pratique de l'instrument, avec la pratique de l'enregistrement, du mixage. Oui, oui, tout à fait. Je crois aussi que les gens en ont marre quelque part, si on parle de l'AI dans les algorithmes des réseaux sociaux, de l'attention qui leur est prise en permanence, aussi de ces images débiles sous l'ère Trump. On voit que des images d'intelligence artificielle, on a encore eu le cas avec Trump en Jésus, enfin tout ça, les gens commencent à être malades avec ça. On en a vraiment marre. Je pense qu'il y a un retour de bâton de ça. Euh, Ça arrive. Je veux dire, je pense que les réseaux sociaux tels qu'on les connaît maintenant, ce sera comme la télé. A vécu. Ce sera un truc parmi d'autres, mais je pense que les gens ont envie de couper, quoi. Et à un moment donné, ils n'arrivent peut-être pas encore bien, mais et donc les pratiques artistiques, culturelles, elles vont suivre aussi avec ça, quoi. Il y a un besoin de se reconnecter dans le moment, euh, avec des activités, avec du papier, avec des instruments, avec des choses, écouter de la musique sur des supports. Par exemple, c'est étonnant, mais on n'a jamais vendu autant de CD que cette année, par exemple, quoi. Il y a un retour à l'objet. Voilà, moi je sens un peu cette tendance-là en parallèle. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Et puis il y a aussi cette conscience écologique aussi, de se dire, bon, une fois qu'on a joué avec l'intelligence artificielle, créé des images à tout va, fait ceci, cela, finalement le ratio de consommation aussi que ça, le coût que ça, parce qu'on peut aussi multiplier les abonnements d'intelligence artificielle. Et puis il y a commencé à avoir une conscience aussi que ça commence enfin, que ça consomme des ressources, tout ça, quoi. Tout à fait. Et donc, il y a aussi la logique d'utiliser les choses pour ce qu'elles servent réellement. Donc, une fois qu'on a fini de jouer avec des gadgets, entre guillemets, on Ouais, utilise les choses de manière concrète et pratique, quoi. On ouais, voit que ChatGPT aux États-Unis est en train de devenir un truc plutôt pour la santé, parce que bon, on sait que les Américains, c'est un peu compliqué là-bas, donc ils utilisent ça comme pour aller chez le médecin. Mais voilà, il y a des situations concrètes aussi dues, comme disait Rudy, à des actions qui se passent dans la vie aussi, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec les outils. C'est ouais. quoi? C'est des outils qui servent réellement et pas à faire de la merde comme on le voit maintenant, enfin, ou même des choses nocives, quoi. Parce que le nombre de choses nocives, enfin, moi j'ai l'impression que ça rend les gens malades, quoi, ce qu'on voit comme Mais image on- et comme son, quoi. Oui, mais tout à fait. Et je pense que la comparaison avec la génération d'images en intelligence artificielle, en partant simplement d'un prompt ou en partant d'une image qu'on va transformer, ça c'était le big wow, hein. On l'a connu pendant, ça a duré quoi? 2 week-ends, Oui, avec tout le monde se transformer en tout à fait. personnage Ghibli, puis ça a été en Simpson, puis en Pixar, puis un peu en Disney. Puis après, on a aussi vu transforme cette image en couleur de film de Wes Anderson. Ça a duré quoi? Un mois? Après, c'est fini. Une lassitude, voire un écœurement, parce que c'est un bombardement, Et même pour les pochettes de disques, hein, Rudy, parce que là on parle de musique, mais les pochettes de disques aussi en AI, ça fatigue, hein, je veux dire, les affiches, les pochettes. ouais, donc, en gros, cette espèce de gadget, hein, c'est exactement le bon terme que tu as utilisé. Cet aspect gadget est très, très vite consommé et on passe à autre chose. Ça va à une vitesse, foudroyante. Est-ce que pour ça, ça s'est éteint? Pas du tout. Mais ça cohabite de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus peut-être aussi, intelligente, avec une espèce de je reviens toujours sur cette idée de curation, c'est-à-dire qu'il y a un être humain derrière qui est là pour donner des indications et que c'est vrai que cette intelligence artificielle, parfois, sur des métiers qui sont plus d'assistanat, va peut-être, piquer des jobs parce que ça aussi, c'est un des aspects, extrêmement importants de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais quelqu'un qui veut pousser son idée, très, très loin et qui est un petit peu isolé chez lui et qui voudrait, sans avoir à disposition un directeur photo, des décors, mais qui a son idée en tête, si cette idée est bien exprimée, l'intelligence artificielle pourra l'aider. Si l'idée est mauvaise ou si elle est mal exprimée, le résultat, ça sera quand même C'est ça. un moche dessin ou une moche photo. Mais
c'est vrai que c'est pas l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça est amené à cohabiter. Il y aura toujours, par exemple, des artistes générés, mais de manière totalement ouverte, revendiquée et assumée en intelligence artificielle. Je prends pour exemple, il y a des fausses chanteuses manga qui font des tournées, qui chantent des chansons qui sont des chansons de manga, des animés japonais. Voilà, ça remplit ici l'ING Arena. C'est quand même 13-14 000 personnes. Et c'est une chanteuse qui n'existe pas, qui tourne d'ailleurs avec plusieurs modèles. C'est ça l'avantage. Pendant qu'il y en a une qui chante à Bruxelles, comme de toute façon ça n'existe pas, il suffit d'avoir le disque dur, il y en a une autre qui chante à Los Angeles. Mais ce sont des spectacles, euh, euh, son et lumière générés artificiellement. Les fans le savent, ils font partie d'un... Voilà, ils vont à une espèce de fête audio-vidéo, mais ça n'a même plus rien à voir avec un concert. C'est une démarche, elle est assumée, il n'y a aucune tromperie, parce que c'est aussi là souvent, c'est la méfiance, on essaye de me tromper, de me mentir, de me duper. Là, le contrat, il est clair. Je vais voir une fausse chanteuse, mais c'est super marrant parce qu'en fait, c'est un spectacle et le spectateur sait ce qu'il va voir. Ça n'empêche que le lendemain, il ira peut-être voir un concert de musique country ou un concert Mhm. folk dans un lieu plus intimiste avec quelqu'un qui joue et qui chante sans Mm. aucune aide et sans aucun autre artifice. Tout est possible. Et ce besoin de déconnexion que tu mentionnais, en fait, ça a un impact sur la fréquentation des concerts, les gens qui recherchent justement à aller voir du live, tout. Enfin, je suis un peu, tu fais découvrir beaucoup d'artistes par ton podcast. Et donc, parfois, le temps que je l'écoute, je me dis, ah bah tiens, j'irai bien les voir en live. Et en fait, on voit que même des artistes qui sont peut-être beaucoup plus accessibles et qui passent pas nécessairement à la radio traditionnelle, je dis que les salles peuvent se remplir à une vitesse Ouais, plus élevée. oui, avec peut-être des profils différents et qui sont parfois dictés par la manière dont la musique a été générée. À savoir, enfin, il m'arrive parfois d'aller voir effectivement des artistes émergents et on sait que, enfin ça Benjamin pourrait en parler beaucoup mieux que moi avec une meilleure expertise, mais ça coûte cher de monter un concert avec des musiciens, avec du personnel, avec des répétitions, avec tout ce que ça implique. Pour un artiste qui viendrait mais hors Europe en particulier, je pense des Anglais par exemple. Depuis le Brexit, il y a le problème des visas. Voilà, tourner en Europe, chaque fois qu'on passe une frontière, il y a un visa à payer. Les Américains, c'est pareil, ça devient à peu près hors de prix. Le transport, la logistique, les salaires, les visas, enfin, tout ça. Donc parfois, je vais voir des artistes émergents qui ont fabriqué leur album souvent à la maison. Voilà, bah, ils finissent par tourner un peu comme ça a été fabriqué, en gros. C'est-à-dire, ils viennent avec leur laptop, souvent c'est Ableton, on envoie 2 sorties à la table de mixage et ils chantent par-dessus, ça devient une espèce de karaoké. Est-ce que c'est encore un concert? Je suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien en même temps, mais c'est de plus en plus l'usage, et pas seulement dans des petites salles, hein, y compris dans des grands festivals où on lance une sorte de... Bah, même On se dit YouTube. mais Justin Bieber l'a Oui, fait au Coachella Festival, en prenant, enfin, il jouait devant 80 000 personnes en prenant un cachet de 10 millions de dollars. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est presque rentré dans la normalité, dans les mœurs. Des gens s'en sont offusqués, mais une grande majorité a trouvé ça formidable. Donc, c'est un peu à chacun de voir où est sa limite et sa tolérance. Voilà. Oui, moi je suis assez pessimiste par rapport, enfin pessimiste par rapport à comment va aller l'industrie. Bon, le phono, on le sait bien vers où on va, hein. Je veux dire, si on voit la photographie, on va être envahi de plus en plus de musique faite par intelligence artificielle ou co-faite, mais en tout cas une accélération de la diffusion de gens qui vont aller mettre des morceaux, que ce soit par des grandes maisons disques ou par des indépendants ou même des particuliers, etc. La boutique, bah, le magasin de location, hein, on va dire qui est Spotify, prenons-eux, ou Deezer ou autre, est déjà très rempli. Donc, inévitablement, là, à un moment donné où l'espace, on Mm. peut rajouter des disques durs, à un moment donné, tout ça devient une masse de flux énorme. Et
de ça émergent, on ne sait pas comment, des choses que les gens vont écouter. On le sait, c'est quand il y aura un peu d'argent derrière et surtout ils vont à un moment donné, on va devoir payer, donc c'est les gens qui vont mettre leur musique, même pour écouter eux-mêmes la musique qu'ils ont fait, c'est un truc un peu d'égo, vont devoir payer, réellement Spotify ou ces autres parce que ça ne sera plus possible en termes, de stockage, en termes d'économie. Je pensais que le live était un peu épargné, par rapport à ça, mais ce qui est en train de se passer aussi va un peu dans le même sens. C'est-à-dire on va avec le dynamic pricing, avec des concerts qui n'en sont plus vraiment aussi. Bon, Rudy prenait un exemple de la clair, mais c'est pas si clair que ça. Moi, parfois, je vais voir des concerts. Alors, ça part parfois peut-être pour des raisons économiques, on a juste quelqu'un avec un laptop, mais parfois, c'est un peu du foutage de gueule quand même ce qu'on voit. Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, mais il y a une raison aussi, si un artiste commence comme ça, et puis qu'on lui propose un montant 20 fois plus gros et qu'il garde la même chose que les gens ont vu, c'est tout bénef pour lui quelque part. On sait qu'il faut aller vite, et on arrive dans des concerts qui vont être aussi bricolés avec l'intelligence artificielle, ça j'en suis certain. On va avoir des musiques qui seront autogénérées, il va y avoir des applications live qui vont générer des trucs. Moi, je suis pas très confiant par rapport à ça, mais en parallèle à ce monde-là, un peu de parc d'attractions et un peu plastique, au détriment de la qualité, va se faire des choses en réaction, quoi. Mais est-ce qu'elles vont toucher le grand public directement? Ça prêtera peut-être 10 ans avant que ça arrive, quoi. À voir. Moi, j'ai l'impression que le modèle des plateformes et des réseaux sociaux tel qu'on le connaît va devenir obsolète, quoi. Il va y avoir à un moment donné un passage à autre chose, ce sera la technologie qui va amener d'autres choses. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît, qui sont des médias sociaux, ce sera comme la télévision il y a 10 ans, un truc un peu qu'on choisira d'aller voir ou pas. Et c'est pour autre chose. Mais je pense qu'on va passer quelques années là un peu dur quand même pour un peu ouais, de pollution sonore quand même, quoi. Et justement, en parlant des modes de consommation, on connaît un peu le pouvoir de l'algorithme maintenant qui décide un peu peut-être à la place de nous de ce qu'on écoute. Quel est votre point de vue là-dessus? Qui décide en fait de ce qu'on écoute sur les différentes plateformes? Qui sont moyens de consommation principal maintenant pour la musique? Bah, ça, tout dépend un peu de chacun. C'est-à-dire que l'amateur de musique, le music lover qui allait dans un magasin de disques, qui allait fouiller dans les bacs pour aller chercher le truc, voilà, il sera toujours là. Il ira chercher, simplement le bac est devenu virtuel et il est immense, mais il va lui-même faire ses recherches et aller, trouver, dénicher. Et puis il y aura toujours ceux qui vont se contenter d'aller au comptoir et de demander au marchand, «Qu'est-ce qu'il y a cette semaine?» Mmh. Sauf que sur les plateformes de streaming, le marchand qui est derrière le comptoir va peut-être pas, parler avec, son enthousiasme, son cœur, son envie de partager un coup de cœur, mais va parler plutôt de façon pragmatique, en fonction de ce que l'industrie, lui aura donné comme instruction, et à savoir, c'est de pousser en avant des artistes qu'on doit breaker, des artistes qui doivent fonctionner, des artistes sur lesquels on a misé et qui peuvent rapporter gros, on va les mettre prioritairement, en vitrine. Voilà, la logique ne sera plus la même. Donc c'est toujours celui qui est un peu indécis qui sera la première victime des décisions qu'on prendra à sa place. D'où l'importance, je trouve, d'avoir de temps en temps une curation et de quelqu'un qui déblaye le terrain. Et c'est pour ça qu'aussi de nouveaux médias comme des podcasts peuvent aider à ça, à savoir de déblayer le terrain et de pointer 2 ou 3 choses, à prendre ou à laisser d'ailleurs, mais de faire des propositions et ne pas s'en remettre uniquement, à l'algorithme, à la machine qui va, faire des propositions qui enfin, on le voit, hein, enfin, tout le monde en a fait l'expérience. Souvent, il y a des choses qui me sont proposées par un algorithme qui sont totalement pertinentes et je trouve que, voilà, on est de plus en plus dans du réglage fin. Mais au milieu de tout ça, et je peux pas ne pas imaginer que ce n'est pas intentionnel parce que si l'algorithme, permet d'être pointu, fin et subtil sur certains choix, il finit par pousser dans des playlists qui sont personnalisées des artistes dont je n'ai rien à faire et qu'on va me reproposer En plusieurs semaines permanence. d'affilée. Je peux donner des noms, hein. À une époque, c'était Beyoncé, puis j'ai eu, Holly Humberstone, qui est une chanteuse anglaise, Arlo Parks, pour ne pas la nommer, qu'on me repropose dans mes playlists chaque semaine, alors que je déteste cet artiste, je ne l'ai jamais écouté. Enfin si, je l'ai écouté une fois pour me faire une idée et pour, prendre la décision que je la détestais. Donc là, on se dit qu'il y a quand même une espèce de manipulation forcée,
un choix qui est un peu imposé par tout un système, toute une, voilà, des rouages, une mécanique qui se trouve dans l'arrière-boutique. Maintenant, à voir aussi comment les gens vont utiliser. On sait que les marchés se battent maintenant pour voir comment on peut intégrer de la vente sur les plateformes d'intelligence artificielle, hein, comme ChatGPT ou autres. C'est-à-dire que on passe quand même de ce modèle d'attention qui était celui de réseaux sociaux, des plateformes aussi qui proposent des listes, à une sorte d'attachement à cette machine à qui on parle, à qui on écrit, qui nous connaît finalement un peu mieux, puisqu'on sait un peu quand on est malade, elle sait de nos problèmes psy, on va lui proposer on l'interroge sur ce qu'on veut aussi, ce qu'on consomme. Donc finalement, est-ce que le curateur, c'est un peu vers ça qu'on pourrait aller dans la maison 10, ce serait cette machine, ce serait notre ChatGPT serait notre curateur musical aussi. C'est possible aussi. Dans ce cas-là, on est dans un rapport qui change avec la machine. Mais comme on a discuté avec Rudy avant l'émission, à condition que cette machine ne nous déçoive pas non plus dans ce qu'elle va nous proposer. Parce que si elle fait un mauvais verdict médical, par exemple, ou nous propose une musique qu'on déteste, une fois, ça pourrait passer, mais à longueur... Donc, toute la difficulté est là. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va être de plus en plus dans des modèles comme ça où les gens vont demander, tiens, qu'est-ce qui est de bon qui est sorti cette semaine à son chat GPT ou autre, hein, et là, il va dire, il y a ça qui est bien, etc., quoi. Oui, en sachant aussi qu'aujourd'hui, les modèles grand public ne sont pas les modèles forcément les plus performants et qu'on est très très loin d'avoir aujourd'hui accès à toute l'étendue des possibilités. Je prenais, parce qu'effectivement, on en a parlé avant de discuter ici ensemble. ChatGPT, comme l'a dit Benjamin, est très très sollicité aujourd'hui pour des diagnostics médicaux, hein. J'ai mal à la gorge, qu'est-ce qui se passe? Voire même des gens qui prennent une photo d'un bouton en disant qu'est-ce que c'est, consultation dermatologique, de plus en plus. Il existe en fait un chat médical qui s'appelle Chat Évidence, mais pour y avoir accès, il faut un numéro dynamique de médecin. Donc seuls les médecins et les étudiants en médecine ont accès à ce Chat Évidence, qui est en fait une consultation médicale, mais ultra poussée, qui est incroyable par rapport à ce que le modèle grand public de ChatGPT peut fournir aujourd'hui. Donc ces choses existent déjà, même si on n'y a pas toujours forcément accès. Et je ne peux pas ne pas m'imaginer que pour un modèle culturel, la musique en particulier, mais ça peut être l'image, le film, la vidéo, que ce modèle n'existe pas aussi et que quelque part il est un peu en sommeil pour l'instant et il ne demande qu'à se révéler. Mais ouais, j'allais venir justement, comme on peut se projeter dans l'avenir, donc ça peut être une des pistes, en fait, quelque part. Se dire que, on va travailler sur ce type de modèle, d'intelligence artificielle qui va, pousser, être beaucoup plus fin, en fait, dans nos attentes, la découverte musicale par rapport à ce qu'on a envie d'entendre et parce que l'industrie a envie de nous pousser, Dans l'idéal, oui, je dans pense. l'idéal. Maintenant, Il y après, a des enjeux c'est qu'on est dans économiques, une bien sûr. enjeu économique et qu'on sait très bien la guerre aussi que fait, par exemple, Universal, qui a elle-même racheté CD Baby. Si on parle vraiment d'économie, par exemple, dernièrement, Universal a racheté CD Baby, qui était une plateforme agrégateur d'autoproduction, etc. Elle a un énorme catalogue. Elle veut nettoyer quelque part aussi les plateformes de toutes ces musiques d'intelligence artificielle qui ne sont pas chez elle. Pourquoi? Parce que ça bouffe de l'argent sur le macaron et ça rend aussi moins lisible dans le flux leur catalogue, quoi. Par exemple, pour donner un exemple, nous qui sommes producteurs indépendants et diffusés, l'intelligence artificielle de Universal nous met des claims en permanence disant votre morceau là, vous utilisez un bout de batterie de nos titres, alors que c'est complètement faux. Donc on est aussi dans une espèce de bataille juridique, quelque part, à devoir répondre en permanence, on appelle des claims, comme sur YouTube, vous avez peut-être déjà eu ça. Voilà, il y a cet aspect économique. Il ne faudrait pas déforcer non plus une industrie qui génère beaucoup d'argent, qui est maintenue quand même par un grand nombre de ce qu'on appelle des majors, qui ont du catalogue, et en même temps, elles ont des pratiques qui sont un peu réglementées quand même. Que de l'autre côté, là, on est dans le punk, si je puis dire. Alors justement, je vais rebondir sur punk. En vrai, le danger, c'est que il y ait une diabolisation de musique qui ne soit pas réalisée selon des standards qui sont imposés par les grands noms de l'industrie, comme Universal, Sony, Warner, et que ces musiques, qu'elles soient expérimentales et peu importe la manière dont elles ont été générées, soient
pourchassés, exclus et censurés par les gros labels. Je vais prendre un exemple. Euh, le président directeur général de Universal est un Anglais qui s'appelle Sir Lucian Grange et il a été reconduit dans sa fonction il y a peu de temps. Et donc, pour sa reconduction, il avait publié à l'adresse du personnel de Universal quelle était sa vision pour le futur. Alors évidemment, la vision du futur d'un PDG comme celui-là, c'est bien mieux payer les artistes qui ne sont jamais assez rémunérés. Ça flatte toujours un peu tout le monde. Voilà, de retourner vraiment à la création, la créativité, l'inspiration, faire confiance aux artistes. Et surtout, disait-il, chasser des plateformes ceux qui font du bruit. Ça, il l'a écrit. Et qui en fait encombre la bande passante, encombre la mémoire, le data avec du bruit. Et il pointait effectivement des gens qui se feraient aider par l'intelligence artificielle. Mais en gros, quand on comprend ce qu'il essaye de dire, c'est que tout artiste qui n'est pas chez Voilà, c'est lui, oui. Universal, Warner ou Sony et label indépendant apparenté sont des gens qui font du bruit. Et donc ces gens, il faut les éliminer. Mais si on réfléchit comme ça veut dire que tout guitariste qui ne sait pas jouer, ça devient du bruit, donc il faut l'éliminer. Donc on n'aurait jamais eu avec cet état d'esprit l'avènement du punk en 77, considérant que c'est du bruit. Bah, d'ailleurs, récemment, on a célébré les 50 ans du premier album des Clash, et en lisant un article, je m'apercevais qu'en fait, le premier album des Clash, il est sorti en Europe en fin 76, et il a fallu attendre 78 pour qu'il sorte aux États-Unis. Il a fallu que les types arrivent avec les chiffres en disant mais on a dépassé les 300 000 ventes en Europe, ce serait peut-être temps de le sortir aux États-Unis. Eux trouvaient que c'était pas de la musique, donc ils ne voulaient pas le sortir. Il a fallu des chiffres qui viennent valider en fait la direction artistique que ce groupe aujourd'hui, qui est indiscutable et que tout le monde vénère, avait décidé d'implémenter dans leur musique. Donc ça veut dire quoi? Que sous prétexte d'intelligence artificielle, il faudrait pas non plus qu'à un moment donné, des gens se prennent pour les shérifs du streaming et décident de flinguer à bout portant et de mettre des portraits avec reward, récompense dessus à tout qui viendra dénoncer ou débusquer des artistes qui ne font pas partie de leur plan de conquête du monde, à savoir d'avoir 100% des parts de marché et de ne plus rien laisser à des artistes qui sont audacieux, innovants, qui prennent des risques et qui expérimentent. Parce que, je veux dire, Nine Inch Nails, l'expérimentation d'hier devient la tête d'affiche de Coachella aujourd'hui. Mais aussi, en parallèle à ça, à une série d'escrocs aussi, parce que ça, c'est l'autre problème. Alors, c'est que, si on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée de l'escroc, mais le grand banditisme a diversifié ses revenus depuis le Covid. Non, mais il faut en On parler. peut donner des noms. Non, non, On mais le voit avec, mais bah, c'est comme dans l'informatique. on le voit avec Gims aujourd'hui, qui est poursuivi en France pour blanchiment d'argent avec des faux streams, avec des fermes à stream qui génèrent du profit. Voilà, on sait que par exemple, le grand volume de morceaux promptés d'intelligence artificielle, c'est une partie d'une industrie qui n'est pas très propre qui le fait. Et de l'autre côté, bah, vous le savez, en tant que boîte informatique, le hacking a pris une ampleur folle aussi avec l'intelligence artificielle. Accéléré par l'IA, bien sûr. Et accéléré par l'IA, et Spotify ou d'autres sont elles-mêmes attaquées par des hackers comme ça qui essaient de changer les compteurs en permanence. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous savez, c'est payé au macaron. Donc, on balance de la musique, on la fait écouter de manière artificielle de l'autre côté, on triche. L'argent, il est quand même, le compteur est là, donc l'argent repart blanchi mais ça, c'est une réalité. Et donc, ça, c'est une réalité d'un macaron qui échappe aussi à une partie de l'industrie pour des gens qui n'en faisaient pas partie, qui viennent graviter. Mais c'est une réalité. Et donc, on est dans une situation assez compliquée qui mélange en même temps artistique, effet de catalogue informatique et banditisme. Donc, c'est un fameux foutoir, je veux dire. Moi, je conseille la lecture d'un livre qui s'appelle L'Empire, qui est un bouquin que 2 journalistes d'investigation français, des gars très très sérieux, ont réalisé sur le blanchiment d'argent dans le streaming en France et en particulier dans le milieu du rap, qui est un milieu qui est
favorables à ce type de pratique totalement illégale, ils ont mis en évidence que des grandes maisons de disques versent de l'argent en droit d'auteur à des artistes sur des comptes offshore sur lesquels il n'y a aucun contrôle. Normalement, si on verse de l'argent, on doit pouvoir identifier qui est celui qui donne et qui est celui qui reçoit. Il y a une traçabilité. Et là, pas du tout, sans se poser aucune question. Dès le moment où la maison de disques a pris son bénéfice ou a pris sa commission à la base, le reste, ils ne veulent même pas savoir sur quel compte, propre ou pas propre, cet argent a été versé. Mais ça pose aussi tout le problème qui est souvent agité par les ayants droit, à savoir l'intelligence artificielle. Elle doit bien s'inspirer de quelque chose elle ne part pas de rien, donc elle s'inspire forcément de quelque chose, à savoir de la sono mondiale, de l'ensemble des millions de titres qui existent et qui sont à disposition, et elle va donc chercher des bribes, des extraits, des inspirations, et donc c'est du vol. Et donc, à qui appartient un titre qui est généré par une intelligence artificielle? Est-ce que ça appartient à celui qui a prompté pour obtenir le résultat? Est-ce qu'il peut le déposer? Est-ce qu'il en a le droit moral, le droit intellectuel, la propriété intellectuelle? So- Moi, je dis souvent, voilà, il y a des artistes qui disent: «Oh, mais moi, ce qui m'a inspiré, c'est Bob Dylan, c'est Neil Young, Leonard Cohen, ça, c'est mes inspirations». Je vois pas que les gens qui disent ça vont reverser une partie de leurs droits à ceux qui les ont inspirés. Je dirais, enfin, c'est de la provocation, mais que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont s'inspirer de climats, d'ambiance, de sons qui existent, mais qui, quelque part, font partie de la pop culture et du monde global de cette pop culture dont tout le monde peut s'inspirer sans devoir forcément toujours rétribuer un copyright précis et particulier, à moins que ça soit évidemment un plagiat à 200%, mais ce n'est pas ce que fait l'intelligence artificielle. Si on se projette sur les 10 années à venir, comment vous voyez l'évolution? 10 années, c'est à l'ère de l'IA, c'est gigantesque, mais comment vous voyez l'évolution à court et moyen terme? Bah, pour paraphraser, moi, je suis un peu inquiet quand même par rapport à ce qu'on vient de dire aussi, par rapport l'AI dans la diffusion, c'est-à-dire qu'elle sert parfois des intérêts qui ne sont pas ceux du créateur et même du producteur phonographique, parce que voilà, il y a ça c'est le web, hein, je veux dire, comme avec les cryptos, comme avec des choses, il y a cette tentative technologique de faire de l'argent de manière un peu floue, voilà, mais c'est toujours au détriment là des acteurs vraiment qui font de la musique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même réfléchi, en tout cas mis sur la table, ce qui a été un peu enfoui pendant quelques années, maintenant doit ressortir. Et je pense qu'en France, par exemple, il y a quand même des choses qui se passent au niveau de l'Europe. Il va falloir mettre un peu d'éthique là-dedans, quoi. C'est inévitable, quoi. Après, moi, je vois l'intelligence artificielle dans la maison de disques. Vous savez, la plupart des maisons de disques, c'est des petites structures. Déjà, le gros du nettoyage a déjà été fait au niveau du personnel. Si vous prenez Nude Record, par exemple, qui est un label que j'aime beaucoup, indépendant, qui a été une fois abandonné par des majors et tout ça, mais c'est des petites équipes. La plupart de mes collègues qui sont des labels anglais, c'est 4, 5 personnes, parfois 10 max. L'intelligence artificielle ne va pas faire de dégâts dans un milieu qui a déjà été nettoyé en termes c'est plus une amélioration de l'assistance, pour être plus précis. Voilà, on est déjà dans un secteur qui privilégie le créatif quelque part, quoi. Donc, moi, pour ça, je ne le vois pas comme une menace dans notre industrie parce qu'elle est déjà tellement petite en termes de ressources humaines. Et après, moi, je vois quand même une possibilité de créer quand même des choses avec ces outils si le créateur est toujours au centre de ses pratiques et a un peu d'éthique aussi, quoi. C'est-à-dire se positionne lui-même dans la réflexion de comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais avec, pourquoi j'utilise ça. Voilà, je pense que c'est plutôt une chose positive, moi. Et puis le choix aussi de ne pas faire ça. Ça, c'est bien aussi en tant que créateur de se dire, bah, moi, j'ai pas envie de faire ça, je fais à l'ancienne, quoi. C'est ce que moi, j'ai un peu comme optique. Voilà, dans le court terme du futur, je le vois un peu comme ça. Et toi, Winnie? Ben, moi, je suis assez confiant, en fait. Il me semble que l'histoire a montré qu'au bout d'un moment, après une sorte de flou, de vacarme, voilà, de paysage qui n'est pas clair, c'est un peu comme quand on touille dans l'eau. Il y a un moment donné
un dépôt qui se fait, on y voit beaucoup plus clair, et que les mauvaises pratiques vont de toute façon finir par disparaître parce que on ne peut pas tromper éternellement les gens, le public, voilà, qu'il y aura toujours une part de sincérité qui sera là pour venir rappeler les bons usages et que les bonnes pratiques finiront par triompher. Et enfin, je l'expliquais tout à l'heure par rapport à l'arrivée des synthétiseurs, de l'informatique dans la musique. On a dit, ouais, mais tout ça, ça va finalement robotiser, industrialiser. Et on a vu que non, en fait, ça a multiplié les possibilités. Et des gens qui ne l'utilisaient pas du tout, l'informatique à une époque, le font aujourd'hui et le font bien, mais que ça n'a pas remplacé une mauvaise idée n'est pas tout à coup devenue une bonne idée grâce à l'informatique. Et une mauvaise idée, une mauvaise commande, une mauvaise demande, une mauvaise injonction ne deviendra pas une bonne idée grâce à l'intelligence artificielle. Si tu es mauvais à la base, tu resteras mauvais et encore plus mauvais grâce à l'amplification de mauvaises idées que l'intelligence artificielle pourra leur donner, mais pas dans le bon sens. Donc je reste assez confiant. Je pense qu'il y aura un tri qui va se faire. Ça mettra un tout petit peu de temps parce que pour l'instant, effectivement, c'est un peu, on est un peu dans une période floue où il se passe beaucoup de choses. Et voilà, je parlais tout à l'heure de l'évolution d'un programme comme Suno qui évolue à une vitesse incroyable. Donc chaque semaine, il y a de nouvelles choses qui se passent. Et donc c'est un peu compliqué à suivre parce que voilà, ça s'accélère d'une manière, je pense assez imprévisible, mais les choses vont se tasser. Mmh. J'en suis sûr. Et je crois que le talent, la bonne foi, le bon cœur, l'âme, L'esprit critique. L'esprit critique. l'esprit critique, oui, tout ça ne va pas disparaître. Et aussi, ce sera, on l'a dit tout à l'heure, une cohabitation où à un moment donné, un artiste qui aura une démarche arrivera à trouver un public qui attendait cette démarche parce que eux aussi étaient en attente de quelque chose et que cette offre vient de se présenter. D'autres qui auront envie plutôt d'avoir des choses voilà, plus formatées avec un autre usage. Voilà, ils trouveront aussi leur compte et tout ça va cohabiter, je pense, assez harmonieusement. Mais que les délinquants de la musique et les gangsters du streaming finiront à un moment donné par disparaître. Il y en a toujours eu, c'est juste le moyen du moment. Il y en a toujours eu, oui, si on remonte, tu sais, on me racontait une histoire de fou à une époque, les Rolling Stones, quand ils partaient en tournée aux États-Unis, certaines dates étaient données à la mafia. C'est-à-dire que on annonçait les Rolling Stones arrivent dans votre ville sur la radio locale, mais aucun billet n'était mis en vente. Aucun billet n'était mis en vente. Tous les billets étaient mis à la revente et non pas sur Ticketswap à l'époque, hein, mais à la sauvette sur le trottoir. Et un billet de 50 dollars, enfin une entrée, un ticket de 50 dollars était revendu 100 dollars. Donc on blanchissait. Donc le concert était sold out, mais avec une billetterie parallèle. Et ça, c'était pour avoir la paix sur la tournée. Ils savaient que comme ça, la tournée se passerait bien et ils seraient protégés, entre guillemets. Donc ça a toujours existé. C'était plus artisanal. Aujourd'hui, c'est plus numérique, plus informatique, comme le hacking dont on parlait, phishing, etc. Mais Qu'on rencontre dans tous les secteurs. il y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Non, mais je trouve que l'articulation quand même entre culture et informatique, et mon informatique n'est toujours pas résolue. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une tension là-dedans entre la manière dont les algorithmes, dont l'informatique, le digital fonctionne et la culture, ce qu'elle représente. Ça a toujours été compliqué, et dans l'industrie musicale aussi. Par exemple, c'est un produit qui est difficile, la musique. C'est un produit un peu, même si on vend des supports, il est matériel. C'est pas comme acheter des chaussures ou un service comme aller chez le coiffeur, etc. Il y a toujours eu quelque chose qui est compliqué, je trouve. Et moi, je trouve qu'on va quand même avoir des phases un peu sombres qui vont arriver avec ça. Et je suis moins certain que ça va se résoudre tout ça. Mais bon, il y a d'autres problèmes que celui de la musique avec l'intelligence artificielle. On a quand même des chers robots tueurs en Ukraine et d'autres problèmes qui seront quand même qui seront là. Hein. C'est mon optimisme forcené. C'est- mmh.
Enfin, on pourra faire une musique militaire, peut-être par AI, pour accompagner Oui. les chants de bataille. Je ne sais pas. Un mot de la fin, Woody? Oh, le mot de la fin, c'est pour les créateurs, continuez à créer, 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 peu importe l'outil que vous utiliserez, mais faites-le en toute âme et conscience, avec bon cœur, talent et sincérité. Ça, c'est garder la main sur la curation de ce que vous faites. Laissez les médiocres avancer en utilisant des outils comme une finalité en soi, mais vous, utilisez-le comme un instrument que vous maîtrisez, pas que vous subissez. Et pour ceux qui écoutent la musique, continuez à écouter un maximum de musique, continuez à être curieux. Euh, il y a des gens qui créent des choses que vous ne savez pas encore que vous allez aimer, donc allez les chercher, allez les écouter. Moi, je suis un peu dans ma phase analogique, je dirais analogue. Comme Back to Mono, disait Phil Spector. Moi, je dis Back to Analog. Action-réaction, c'est un peu... Argentique, bande magnétique, Oui, mais c'est ça. voilà, crayon de couleur. Mais Benjamin a tout à fait raison, hein, pour compléter. Si on adapte cette réflexion au cinéma, aujourd'hui, les seuls cinémas qui fonctionnent et qui remplissent, ce sont les cinémas qui proposent, dans une formule plutôt ciné-club, des films d'auteur, art et essai. C'est les seuls qui ont été bénéficiaires. Je pense au réseau ici en Belgique, Cinéville, avec tous les cinémas plutôt art et essai. Et ceux qui ont vraiment des problèmes, bah, c'est les gros complexes qui proposent des blockbusters, qui ne sont plus des blockbusters, qui continuent à coûter le prix d'un blockbuster, mais qui ne rapportent plus ce que rapportait un blockbuster. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir par rapport à ça. Et sur le rapport dépenses-recettes, l'industrie n'aura aucun état d'âme. Si le futur, c'est l'analogue, ils iront sur l'analogue. Et on a quand même réussi à faire un podcast sur la musique sans parler d'angine de poitrine. C'est vrai. C'est quand même formidable. qui a décolle. Qui est un très bon exemple. Tout à fait, tout à fait. Me reste à vous remercier en tout cas pour Ben, merci votre de nous temps avoir et le reçus. débat très intéressant. Merci à tous.